Alors, dans l'introduction de mon cours, j'ai montré qu'il n'y avait que deux philosophies politiques, la philosophie de la liberté et la philosophie du pouvoir. Dans cette vidéo, je vais vous exposer la philosophie de Frédéric Bastiat, sa critique du pouvoir et sa vision de l'histoire. Alors, le moteur de l'histoire, selon Bastiat, eh bien, c'est la soif du pouvoir. Et cette soif du pouvoir, elle engendre l'oppression. La soif du pouvoir, c'est un instinct humain profond qui pousse les individus à dominer les autres pour s'approprier leur travail. Il y a une espèce de loi du moindre effort. Travailler, c'est pénible, ça demande un effort, c'est une souffrance. Et donc, il y a ceux qui vont produire dans l'histoire, ceux qui vont créer de la richesse, et puis il y a ceux qui vont chercher à s'approprier la richesse produite par les autres. Et donc l'histoire, c'est un cycle incessant de domination, d'oppression, d'injustice, ce que Bastiat va appeler la spoliation. Mais avant d'en parler de la spoliation, il faut rappeler que la pensée dominante, depuis toujours en fait, hein, c'est de présenter le pouvoir comme l'origine du progrès humain et de la civilisation. Et Bastiat va contester ce point de vue selon lequel le pouvoir serait la source de la liberté, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la prospérité. Une vision qu'on retrouve chez bon nombre de philosophes, philosophes des Lumières, mais aussi chez les historiens traditionnels. La vision de Bastiat, elle est tout autre. Pour lui, le pouvoir est une source d'oppression plutôt qu'un moteur de civilisation, et la véritable source du progrès réside dans la liberté individuelle. En effet, pour Bastiat, il existe deux moyens, et deux seulement, d'obtenir des richesses, la production et la spoliation. Donc par production, on entend la création de biens et de services utiles pour la société. La production est un processus d'échange libre, où chacun échange son travail contre une contrepartie. La spoliation, elle, consiste à dominer les hommes, c'est-à-dire à s'approprier les biens et les services des autres par la force ou par la ruse. La spoliation, donc, repose sur la contrainte, la violence et l'injustice. Et on voit que pour Bastiat, il y a une sorte de lutte des classes. Alors j'emploie le terme peut-être avec des guillemets, parce que ce terme est employé explicitement par Marx dans le manifeste du Parti communiste. Pourtant, l'idée se trouve déjà très clairement chez Frédéric Bastiat. Pour lui, la société se divise vraiment en deux groupes, ceux qui produisent et ceux qui spolient. Alors que dans le marxisme, et on aura l'occasion d'en reparler dans une vidéo, la lutte des classes, elle est intérieure à la classe productive. Donc Bastiat rejette cette idée d'une lutte qui serait entre les ouvriers, par exemple, et les patrons. Il n'y a pas d'opposition ni d'antagonisme entre les ouvriers et les patrons. Par contre, il y a une véritable opposition entre ceux qui créent de la valeur et ceux qui s'approprient cette valeur par des moyens coercitifs, notamment par l'État. Je cite Frédéric Bastiat ici, la véritable et équitable loi des hommes, c'est échange librement débattu de service contre service. La spoliation consiste à bannir par force ou par ruse la liberté du débat, afin de recevoir un service sans le rendre. Elle est formellement condamnée par le décalogue, tu ne prendras point. Bon, ici, le décalogue, ce sont les 10 commandements donc dans l'Ancien Testament. On voit que pour Bastiat, il est important de rappeler que la morale religieuse classique condamne de manière très claire la spoliation. Quand elle passe d'individu à individu, elle se nomme vol, et mène au bagne. Quand c'est de nation à nation, elle prend nom, conquête et conduit à la gloire. Alors, c'est très intéressant de voir qu'il y a finalement deux formes de spoliation. Lorsqu'elle est individuelle, hein, lorsqu'il s'agit par exemple de la délinquance, de la criminalité, eh bien, elle est fortement réprimée. En revanche, quand la spoliation est dirigée par des États, eh bien, alors elle est admirée, elle est source de fascination. Alors justement, Bastiat a pris soin de bien distinguer ces deux formes de spoliation, qu'il appelle spoliation illégale, c'est le vol, la violence, le crime. C'est la forme la plus visible de spoliation, celle qui est faite par voilà, les brigands, les voleurs,
les agresseurs dans la rue, dans le métro, les cambrioleurs. C'est la forme la plus visible, mais qui en réalité reste marginale dans la société. La spoliation légale, en revanche, c'est la plus pernicieuse parce qu'elle est institutionnalisée par l'État et elle prend des formes diverses telles que les impôts, les guerres, les interventions économiques par le biais de réglementation, les privilèges accordés à certains groupes, etc. On en reparlera. Et il ne faut pas penser que la spoliation perd son immoralité dès lors qu'elle est légale. Bien au contraire. Elle garde sa nature profondément d'injustice, et, nous dit Bastiat, elle est encore plus pernicieuse, justement parce que elle apparaît sous couvert de fraternité, de solidarité, d'égalité. La force appliquée à la spoliation fait le fond des annales humaines. En retracer l'histoire, ce serait reproduire presque en entier l'histoire de tous les peuples, assyriens, babyloniens, mèdes, perses, égyptiens, grecs, romains, goths, francs, huns, turcs, arabes, mongols, tartares, sans compter celle des Espagnols en Amérique, des Anglais dans l'Inde, des Français en Afrique, des Russes en Asie, etc. etc. Et ici, on voit bien que la spoliation donc a pris des formes diverses dans l'histoire, ça peut être les empires, mais c'est aussi la colonisation, toutes les formes de conquête et de colonisation. Et Bastiat ici dénonce très clairement la colonisation moderne. D'ailleurs, il s'était opposé à la colonisation de l'Algérie à son époque. Donc la spoliation remplit les annales du genre humain. L'histoire du monde, c'est celle des conquêtes, de l'exploitation des peuples par les élites, mais il faut également aborder la spoliation actuelle, c'est-à-dire de nos jours. Comment la spoliation prend des formes nouvelles dans l'époque moderne. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. En effet, pour Bastiat, quand l'État se fait producteur, il devient spoliateur. Pourquoi? Parce que l'État veut intervenir dans la société à tous les niveaux. L'éducation, la santé, la retraite, le travail, le logement, et pour dépenser, pour pouvoir financer ces dépenses, il va devoir nécessairement capter des richesses qu'il n'a pas créées lui-même, mais qu'il va prendre aux citoyens. Donc, pour devenir producteur, au nom de l'égalité, de la fraternité, de la justice sociale, il va nécessairement devenir spoliateur. Instaurer l'égalité et la fraternité par la loi implique plusieurs choses. Bien entendu, l'État va distribuer des subventions et des allocations, il va se réserver un certain nombre de monopoles, et, dit Bastiat, le pire des monopoles, le pire de tous, c'est le monopole de l'enseignement. Ici, je m'arrête 2 secondes parce que c'est un point important. Pourquoi Bastiat pensait-il que le monopole de l'enseignement était le plus dangereux de tous? Eh bien, c'est parce qu'il touche directement la formation des esprits. Un monopole de l'éducation permet à l'État de façonner des citoyens dociles plutôt que des citoyens libres et critiques. Il permet d'imposer une propagande qui est évidemment favorable au pouvoir et défavorable au marché. Et enfin, la spoliation légale, eh bien, c'est également l'endettement et la création monétaire. En effet, l'augmentation artificielle de la masse monétaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la planche à billets, c'est une forme de spoliation légale, parce qu'elle permet à l'État de continuer à s'endetter, et elle appauvrit les citoyens. Elle les appauvrit parce qu'elle déprécie la monnaie, donc elle déprécie l'épargne, et par conséquent le pouvoir d'achat. En plus de ça, Bastiat connaissait très bien ce qu'on appelle l'effet Cantillon, il en parle dans un petit texte qui s'appelle Maudit argent, et l'effet Cantillon montre que ceux qui reçoivent cet argent frais qui est créé par l'État, c'est ceux qui sont proches du pouvoir, les banques, les grandes entreprises, eh bien ces gens-là vont bénéficier de cette nouvelle monnaie avant que les prix n'augmentent. Et ils vont investir cet argent dans des actifs qui vont prendre beaucoup de valeur, comme dans la bourse ou l'immobilier. En revanche, tous les autres, ceux qui vont recevoir l'argent plus tard, c'est-à-dire les salariés, les petits épargnants, eux, ils vont subir l'inflation de plein fouet, ils vont perdre leur épargne, leur pouvoir d'achat, et finalement, cette création monétaire, eh bien, elle profite à l'État. C'est un espèce de gigantesque transfert de richesse vers l'État parce que elle détruit l'épargne, l'entrepreneuriat et la production de richesse. Alors, c'est l'occasion peut-être de rappeler ici brièvement que Bitcoin a été justement conçu
pour limiter le pouvoir des gouvernements sur la monnaie. Et je pense que si Bastiat avait vécu aujourd'hui, il aurait été un bitcoiner maximaliste. Alors pour finir, comment éviter la spoliation et favoriser un système basé sur l'échange libre, c'est-à-dire sur une véritable justice? L'éducation et la conscience de classe sont des outils essentiels pour lutter contre la spoliation, c'est-à-dire que les citoyens doivent être informés des mécanismes de l'oppression pour défendre leur liberté. Et la science de l'économie politique, selon Bastiat, eh bien, est cet outil qui permet d'éduquer le citoyen, parce que c'est l'outil qui va dévoiler, au fond, la spoliation, les sophismes économiques, et qui va discréditer ainsi complètement la classe spoliatrice, et la dépouiller justement de son pouvoir. Alors ici, j'emploie le terme de conscience de classe avec des guillemets. Je dirais la définition élargie de ce terme, c'est quoi? C'est une opposition entre groupes sociaux aux intérêts divergents. Pour Marx, la conscience de classe, c'est la prise de conscience par la classe ouvrière de son exploitation, de l'exploitation qu'elle subit dans les rapports de production. Et pour lui, ça doit mener à une action collective, à une révolution pour renverser le capitalisme. Pour Bastiat, c'est très différent. On peut dire que, déjà pour lui, la lutte des classes, elle n'a pas lieu au sein de la classe productive. On l'a vu, elle consiste dans une lutte entre ceux qui produisent et ceux qui spolient, c'est-à-dire la classe dirigeante, ceux qui sont improductifs et qui se contentent de redistribuer la richesse. Mais on pourrait dire que Bastiat développe une conscience des producteurs face aux spoliateurs. De ce point de vue, il y a quelque chose qui peut être révolutionnaire chez Frédéric Bastiat, mais il ne s'agit pas de révolution au sens violent, au sens politique et idéologique, il s'agit d'abord et avant tout d'une révolution morale.